Il n'y a pas de souci. Colby Barlow, pourquoi j'aime Colby Barlow? Je me suis pris des petites notes parce que quand on fait le portrait, des fois, il faut aussi être capable de. Moi, je n'ai pas les éléments psychologiques, mais je suis capable de lire des articles qui ont été écrits sur lui. Un des articles super intéressants que j'ai été capable de lire, c'est qu'il a gagné, c'est le récipiendaire du trophée Bobby Smith. Donc, peu de gens savent c'est quoi ce trophée-là. Et ce trophée-là, on donne ça en fait dans la Ligue d'Ontario aux meilleurs joueurs étudiants. Donc, ayant eu une saison de 46 buts en tant que jeune de 17 ans et étant le plus jeune capitaine de l'histoire de l'Owen Sound, même devant un joueur comme Nick Suzuki, ben, il y a eu en plus de ça une moyenne de 93% à l'école. Donc, c'est fou parce que toutes ces notes, c'est 96, 97, 95. Et il y a un cours qui a eu 85%. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il a fini avec 93%, ce qui j'en reviens pas. Je suis vraiment très surpris. Pourquoi aussi? C'est quoi ses forces à Colby Barlow? Écoute, c'est un lancer comme j'en ai rarement vu. Donc, c'est pour ça aussi que Canadien, ça peut être une cible. Je trouve que 5, ça commence à être tôt. Parce que moi, 5, je vois un gars qui va être capable de jouer sur ton premier trio, sur ta première paire ou un gardien. Malheureusement, je le vois vraiment comme un joueur de deuxième trio. Mais n'empêche que, oui, c'est peut-être pas un joueur que tu le vois et tu te dis, hey, il est dynamique, il a tellement un bon cardio. C'est un joueur qui va tout le temps tout te donner ce qu'il peut te donner. C'est un joueur que je vois comme un leader, c'est un joueur que je vois qui a une qualité super élite. Moi, après Bédard, c'est Barlow, niveau lancé. Il n'y a même pas pour moi l'ombre d'un doute là-dessus. Donc voilà. C'est aussi un joueur qui est capable de marquer de toutes les manières. C'est pas un joueur sexy. C'est pas si enthousiasmant nécessairement d'aller chercher un joueur comme ça parce que c'est pas Bédard, c'est pas Michkov, c'est pas un joueur qui t'en met plein la vue, mais c'est un joueur qu'en série, on va se dire regarde Barlow aller. Alors, regarde Barlow aller. Il est encore en train de faire la job sale. C'est un joueur que je suis persuadé qu'il va être fatigant. Il va être capable de marquer de toutes les manières. C'est pas rare que je l'ai vu attaquer le centre. Je l'ai vu dévier des rondelles. Je l'ai vu faire des one-timers. Je l'ai vu lancer frapper. Je l'ai vu lancer sans avertissement. Je l'ai vu lancer avec le fameux toe drag release, donc de ramener la rondelle, mettre du poids, être capable de mettre ça dans la lucarne. Je l'ai vu marquer de toutes les manières. C'est sûr que c'est pas le patineur le plus sexy, c'est-à-dire que son centre de gravité est très haut. C'est très difficile pour lui de peut-être aller de gauche à droite, mais en ligne droite, c'est un bon patineur, c'est un patineur solide, et je suis persuadé que de ce qu'on en sait, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Donc, je suis persuadé que s'il est capable d'améliorer son patin un petit peu plus, avec toutes ces qualités-là, ça va devenir un joueur là, extrêmement menaçant. Puis c'est clair que si tu veux créer une culture là, autour d'un gars comme ça, là, je suis persuadé que c'est le genre de joueur que tu peux avoir. Puis ça pourrait être super excitant de voir un gars comme Barlow, Goulet, Suzuki, Caulfield, des joueurs qui mangent du hockey, des joueurs qui sont responsables. Puis on lui a demandé, c'est quoi ton passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie autre que le hockey? Il m'a dit, ben moi, c'est juste le hockey, mais quand j'ai pas le hockey, ce que j'aime le plus faire, c'est de me promener sur le bord d'un lac. Il aime ça être sur le bord de l'eau pêcher. Très simple. Un gars qui n'aime pas les bars puis qui aime mieux être tout seul à travailler à l'école ou aller pêcher, moi, ça me le rend tellement attendrissant. Puis tu parlais justement aussi tantôt dans le segment précédent, en fait, tu le compares un peu à Chris Kreider, mais il y a d'autres exemples, par exemple Carter Verhaeghe que tu disais aussi, Matt Boldy que tu nous as noté, donc tu as quand même justement plusieurs éléments en fait de lui que tu aimes et que tu vois en lui dans les joueurs de la Ligue nationale présentement. 100%. Moi, je trouve que c'est Chris Kreider. Carter Verhaeghe, c'est le recruteur à The Athletic qui s'appelle Corey Pronman. Et Craig Button, lui, trouve qu'il ressemble beaucoup à Colby Barlow. Donc, j'ai voulu mettre un peu tout ça. Pour moi, le potentiel de ce gars-là, c'est un gars de deuxième trio qui va jouer à droite, va jouer sur l'avantage numérique, puis peut-être deuxième vague de désavantage numérique. Et c'est un joueur qui, selon moi, son plancher, bien franchement, c'est sûr que c'est 20 buts. Puis son plafond, si Chris Kreider peut en faire 52, je ne dis pas qu'ils vont en faire 52, les chances sont de même pas 10%, mais si un jour tu me dis, hey, il en a fait 40 buts, je ne serais pas surpris. Là. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise parce que je trouve qu'il y a un lancé tout aussi menaçant que Pacioretty qui était capable d'en faire 39. Là, donc, voilà. Ben, on peut aller voir peut-être quelques extraits en fait du joueur également donc, que tu nous avais préparé. Donc, commençons juste ici. Donc, c'est contre Logan Mayou, en passant. Ah oui. Donc, voilà, ramène la rondelle. C'est vraiment, écoute, c'est un lancer qui est vraiment dangereux. Écoute, je suis persuadé que si il manche dans le masque, il peut le blesser gravement. Donc voilà, voilà contre mon copain Mayou. Donc quand même un joueur, un défenseur de 6 pieds 3, Mayou, c'est pas rien. Donc pourquoi j'ai pris aussi ce deuxième extrait-là, c'est que ce que j'aime de ce lancer-là, c'est qu'il est sans avertissement. C'est-à-dire qu'il ne ramène pas la rondelle derrière lui pour faire un transfert de poids. Il la garde devant lui et il prend son poids
comment dire, c'est qu'il prend pas un élan, il reste vraiment, c'est un tir sans avertissement, grosso modo, là. Mhm. Un tir sans Donc, le avertissement. défenseur ne peut pas le prévoir, ne peut pas décider de prendre la ligne de tir ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune, si on veut, prévisabilité, si on veut. Ouais, exactement. C'est 100% ça. C'est très difficile à jouer parce qu'il continue de patiner en tirant. C'est d'ailleurs un aspect de mon jeu que j'ai jamais été capable de faire. Je ne suis pas capable d'avoir de la force dans mon lancer quand je ramène pas la rondelle derrière. Donc, c'est extrêmement difficile à lire. Parce que moi, sur le jeu, si tu m'avais demandé où il va tirer, je t'aurais probablement dit jambière opposée pour créer un retour. Et finalement, il envoie ça par-dessus l'épaule du gardien. Donc, c'est vraiment une menace pas possible, ce joueur-là. Et le dernier extrait, en fait, qu'il avait. Voilà, donc ce que j'aime ici, c'est qu'il rentre dans le poteau. C'est très ce type de joueur-là. D'ailleurs, Ryan Leonard a un but très similaire où il mange la barre horizontale dans le visage parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est attaquer le filet. Là, tu vois, c'est littéralement, il a vraiment attaqué le filet. Donc, c'est un joueur que je me dis, tu sais, dans une équipe, tant qu'à dire que tu ne vas pas chercher peut-être le talent élite, ben va chercher un joueur que ça se pourrait qu'il se ramasse à gagner. Ben, je ne sais pas comment dire, mais le trophée des séries, c'est lequel? Le Conn Smythe. Le Conn Smythe. C'est un jour, un peu comme Ryan O'Reilly gagne le Conn Smythe. Je vais me dire, ben oui, parce que c'est un joueur que. C'est quand même fou, là. Quand il est rentré à 16 ans dans la Ligue d'Ontario, il a fait 30 buts. Shane Wright, à l'époque, on n'en revenait pas. On va dire, c'est la plus grande vedette, il va devenir une superstar. Il a fait 39 buts. Et là, cette année, il en a fait 46 dans un club zéro pacté, puis on l'a tout le temps changé de trio, puis ils ont eu beaucoup de blessés à Owen Sound, et c'est une équipe qui, à la base, n'était pas supposée faire les séries éliminatoires, et ils ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires, ils ont joué contre les London Knights, qui, eux, risquent de se ramasser à la Coupe Mémoriale, et quand même, contre Barlow a réussi à faire 3 buts en 4 matchs, et à appliquer des mises en échec sur tout le monde, parce que, tu sais, à un certain point, ça commençait à tourner vite pour l'Owen Sound, et ils trouvaient une manière de rentabiliser ses présences sur la glace avec des mises en échec, des lancers, puis il était très vocal. Donc, c'est un joueur que j'aime beaucoup, sa hargne. Il me fait beaucoup penser à McTavish, Mason McTavish, qu'on voyait sortir 10, puis il est sorti 3. Je pense pas qu'il va sortir 3. C'est un draft beaucoup trop pacté. Mais si tu me dis qu'il sort 7, 8, 9, je serais absolument pas surpris. Oui, puis évidemment, comme tu le dis, justement, on en parlait tantôt, mais ça va dépendre du besoin des équipes. Mais ça reste quand même un joueur que pour une équipe qui veut. Toutes les équipes veulent aspirer à des longs parcours en série au final, et c'est ce type de joueur-là que tu as besoin pour justement faire des longs parcours et avoir du leadership dans ta chambre pour espérer aspirer aux grands honneurs un jour. Ouais, puis il est déjà maturement physique, 6 pieds 1, 190 livres. Moi, je pense que tu prends aucun risque. Et lui, comparativement à Dvorsky, par exemple, a un plafond, selon moi, très, 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 très élevé. Puis il y a une capacité d'amélioration. Son entraîneur le disait, une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité à s'améliorer. S'il peut en plus améliorer son patin, ça va être épouvantable de jouer contre lui, là.